Vladimir Poutine et Joe Biden acceptent de se rencontrer lors d'un sommet proposé par la France, à condition qu'une invasion de l'Ukraine n'ait pas eu lieu d'ici là. Quelles sont encore les lignes rouges pour Téhéran, alors qu'un accord semble imminent à Vienne? Entretien sur Euronews avec le ministre des Affaires étrangères iranien. Après 15 jours de compétition, les Jeux Olympiques de Pékin se sont achevés ce dimanche. La Norvège a terminé en tête du tableau des médailles devant l'Allemagne et la Chine. C'est une semaine diplomatique cruciale qui s'ouvre ce lundi selon Londres et Paris. Les craintes d'une guerre et d'une invasion de l'Ukraine se sont encore renforcées ce dimanche après que le Bélarus a annoncé que les 30 000 soldats russes présents sur son territoire allaient finalement rester pour mener d'autres exercices militaires. Initialement, ces soldats russes devaient repartir dans leur pays à la fin du week-end qui vient de s'achever. Dimanche soir, le président des États-Unis a réuni le Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche. Washington continue d'avertir que la Russie serait sur le point d'envahir l'Ukraine. Malgré la guerre donnée pour imminente, les présidents Poutine et Biden ont accepté ce lundi de se rencontrer lors d'un sommet proposé par la France, à la condition qu'une invasion de l'Ukraine n'ait pas eu lieu d'ici là. Le contenu du sommet sera préparé par le chef de la diplomatie des États-Unis, Antony Blinken, et son homologue russe, Sergueï Lavrov, lors d'une rencontre prévue ce jeudi. Dans un communiqué, le Kremlin déclare que, compte tenu de l'état actuel de la situation, les deux présidents ont jugé opportun d'intensifier la recherche d'une solution diplomatique entre les ministres des Affaires étrangères et les conseillers politiques des dirigeants des pays du format Normandie. Ces réunions doivent contribuer à rétablir le cessez-le-feu et à assurer des progrès dans le règlement du conflit autour du Donbass. La configuration diplomatique du format Normandie mise en place suite au déclenchement de la guerre du Donbass en 2014 réunit Ukraine, Russie, France et Allemagne. Ce format est censé garantir le respect de la mise en place des accords de paix de Minsk dans les enclaves séparatistes du Donbass. Enclave où la situation s'est dégradée un peu plus encore au cours des derniers jours. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle à un cessez-le-feu immédiat. Les séparatistes ont pour leur part ordonné l'évacuation des civils sur place et la mobilisation des hommes en état de combattre. L'Ukraine a commémoré ce dimanche l'anniversaire de la révolution de Maïdan. Le mouvement de protestation avait éclaté en novembre 2013 après le refus du gouvernement de signer un accord d'association avec l'Europe pour le substituer à un accord avec la Russie. Au moins 105 personnes ont été tuées dans la répression des manifestations contre le gouvernement pro-russe de Viktor Yanukovych. On doit se souvenir que des gens ont sacrifié leur vie pour l'Ukraine, pour notre futur dans l'Europe. On doit le respecter et le chérir. Dans le monde, rien ne se passe en vain. Je regrette qu'on n'ait pas encore réussi à accomplir quelque chose. Les décès ont pour l'essentiel été enregistrés entre le 18 et le 20 février 2014, quand les forces de sécurité ont tenté de disperser la foule de la place Maïdan au centre de Kiev. Face au mécontentement, le président Viktor Yanukovych avait fini par prendre la fuite et se réfugier en Russie. Moscou soutient que le mouvement de Maïdan était un coup d'État fomenté par des puissances occidentales. La Russie a annexé la Crimée immédiatement après la révolution de Maïdan. Acheminons-nous vers un nouvel accord sur le nucléaire iranien. C'est en tout cas ce qu'affirment nombre de responsables politiques, à commencer par le Premier ministre israélien qui a parlé d'un accord imminent. Alors, quelles sont les chances réelles des pourparlers de Vienne? À quelles conditions pourrait-on trouver un terrain d'entente? Euronews s'est entretenu avec le ministre iranien des Affaires étrangères. Nous nous approchons de l'accord. Mais il reste encore des questions à régler qui constituent nos lignes rouges. Jusqu'à présent, nous avons fait preuve de beaucoup de créativité et encore davantage de flexibilité à la table des négociations. Si nous disons que nous sommes plus proches que jamais de l'accord, c'est parce que nous avons informé les Américains par des intermédiaires et que 3 pays européens ont également été informés par mes collègues à Vienne ou par moi-même. Nous leur disons très clairement que c'est à leur tour et qu'il est temps de voir de la créativité et de la flexibilité du côté occidental.
Nous pensons que si les parties occidentales voient ce qui se passe à Vienne de manière plus réaliste, en moins de quelques heures, nous pourrons alors finaliser l'accord. Donc pour nous, la fixation d'un calendrier exact pour l'accord est entre les mains de la partie occidentale. Nous resterons à la table des négociations avec sérieux, malgré le fait que les Occidentaux, à plusieurs reprises au cours de ces négociations difficiles, ont évoqué la possibilité de quitter la table. Retrouvez l'intégralité de cette interview dans Global Conversation avec Hossein Amir Abdollahian ce mardi soir sur Euronews. Un mirage tout droit sorti du 1er siècle. Seule ville de l'époque romaine arrivée jusqu'à nous. Pompéi, joyau de l'archéologie, renaît de ses cendres après des années de mauvaise gestion et de manque d'entretien. Nouveau directeur, nouveau matériel dernier cri, les travaux indispensables ont enfin pu être réalisés. Nous faisons des efforts de renforcement en injectant du mortier liquide sans sel afin de pouvoir revenir remplir les différentes couches qui composent l'enduit du mur. Signe de l'urgence des travaux qu'il fallait entreprendre, en 2010, l'effondrement d'une salle qui servait aux gladiateurs a failli coûter au site son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Grâce à l'intelligence artificielle, des fresques réduites en une infinité de minuscules morceaux ont pu être recomposées. En plus de conserver l'existant, les équipes ont même mis à jour de nouveaux édifices. Un projet à 105 millions d'euros nommé Grand Pompéi, financé par l'Union européenne. Le projet Grand Pompéi, c'était comme remettre cet avion d'aplomb et une grande tentative commune de changer les choses. Et cela était une réussite. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est voir quelle est la bonne hauteur de vol pour cet avion. Que devons-nous dépenser annuellement pour éviter de revenir à une situation comme celle que nous avons connue en 2010 ? L'argent, nerf de la guerre pour sauvegarder Pompéi, car le site est en réalité majoritairement financé par la vente de tickets d'entrée et non par les autorités italiennes. Depuis le début de la pandémie et la mise en place de restrictions de voyage, le nombre de visiteurs est en chute libre. Il en est venu près de 4 fois moins en 2021 qu'en 2019. Un feu d'artifice au-dessus du nid d'oiseau de Pékin pour achever en beauté la quinzaine olympique, marquée par l'absence de public dû au Covid-19, les polémiques sur les droits de l'homme et l'affaire de dopage de la patineuse russe Kamila Valieva. Sur le plan purement sportif, la Norvège termine en tête du tableau des médailles avec pas moins de 16 titres, dont 3 pour la seule Therese Johaug. Après le skiathlon et le 15 km, la fondeuse de 33 ans a remporté ce dimanche le 30 km pour sa dernière course olympique. L'Allemagne pointe à la 2e place du classement des nations, grâce surtout à ses performances en bobsleigh, avec 9 médailles d'or sur 10 possibles. Comme en 2018, Francesco Friedrich a signé le doublé, en s'adjugeant le bob à 2 et le bob à 4. En ski alpin, les Allemands ont dû se contenter de l'argent en s'inclinant en finale de l'épreuve par équipe face aux Autrichiens, emmenés par Johannes Strolz, déjà vainqueur du combiné. Les Norvégiens ont dominé les Américains lors de la petite finale, ce qui fait que la superstar Mikaela Shiffrin achève ses Jeux sans la moindre médaille et les États-Unis derrière la Chine. La Suisse termine à la 8e place, la France à la 10e et le Canada à la 11e. Stephen Curry a illuminé le All-Star Game, le match des étoiles de la NBA, organisé la nuit dernière à Cleveland. Le meneur des Golden State Warriors, qui a marqué 50 points, a logiquement été désigné MVP de la rencontre. Il a inscrit pas moins de 16 paniers à 3 points, dont 11 en première mi-temps, un record. Le triple champion NBA a confirmé au passage son statut de meilleur shooter longue distance de l'histoire. Stephen Curry a remporté le match au sein de l'équipe dirigée par LeBron James aux dépens de la Team Durant. Le King James a lui aussi brillé sur ses terres natales en inscrivant le panier de la victoire.
En face, le pivot camerounais Joel Embiid a livré en vain une grosse prestation avec 36 points et 10 rebonds.